Bonjour Denis, bonjour à tous. Pas facile de passer de Miss Loir-et-Cher à l'invité politique, mais on va s'y attacher ce matin. Bonjour Michel Chassier. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le secrétaire départemental du Front National 41, conseiller régional, conseiller municipal de Blois et conseiller communautaire d'Aglopolis. Alors on va en parler évidemment donc du sort et du budget des collectivités. C'est la saison. Auparavant, on va quand même évoquer un petit peu le comportement médiatique du Front National. On observe que Marine Le Pen est rare dans les médias. En tout cas, il n'y a pas de consigne de discrétion pour les cadres et les militants du parti. Vous pouvez-vous intervenir ? Oui, tout à fait. Au contraire, nous sommes présents précisément sur le terrain. Marine Le Pen a fait le choix, je dis pas de se mettre en retrait, mais de prendre un certain recul. Pourquoi ? Dans la perspective de la présidentielle, parce que maintenant nous sommes une année sans échéance électorale. On sait que la prochaine échéance majeure, ce sont les présidentielles. Et je crois que les Français n'ont pas envie d'entendre parler des présidentielles tous les jours pendant un an. En ce moment, c'est pas l'échéance, c'est la déchéance, voilà. La déchéance de nationalité. Il y a des choses à dire là sur ces sujets. Oui, mais nous le disons, mais nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu de faire de la surenchère tous les jours et de ne parler que de la présidentielle. Nous allons justement parler des autres sujets et profiter de ces années sans élection également pour mieux nous organiser, pour renforcer notre présence sur le territoire et être présent aussi localement, ce qui préparera les législatives également qui vont suivre. En même temps, lorsqu'on observe le terrorisme et l'explosion du chômage, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à dire. Les faits capitaliser effectivement sur les faits nous donnent raison, c'est ce que nous disions à la fin de l'année dernière. Les faits nous donnent raison sur tous les sujets, qu'il s'agisse des conséquences de l'immigration, parce qu'on voit bien que l'explosion du terrorisme en 2015 et qui s'est poursuivie chez nos voisins en 2016, et on n'est pas à l'abri chez nous encore en France, c'est parce qu'il y a aujourd'hui en Europe et en France un terreau fertile, un terreau malheureusement au sein de l'islamisme radical, au sein de ces populations. Vous reliez sans aucune hésitation effectivement tous ces phénomènes, terrorisme, immigration. Oui, bien sûr, puisque sur le flot des immigrés que nous avons reçus depuis des années et que nous dénonçons, il y a évidemment une très forte proportion d'immigrés venant de pays musulmans, et parmi ceux-là, on ne dit pas tous évidemment, parmi ceux-là, mais il suffirait qu'il y ait 1%, 2% de radicaux, ça représente des dizaines de milliers. Donc potentiellement, il y a un niveau de risque élevé, et dont on n'a pas pris conscience assez tôt. On a laissé se développer des formes d'islam radical. Je me souviens en 2004, quand Philippe Loiseau dénonçait la mosquée salafiste de Lucé à côté de Chartres, personne n'y prêtait attention. Or, c'est quelqu'un qui provenait de cette mosquée qui faisait partie des filières terroristes du 13 novembre. Il y a un problème avec l'islam en France, la progression de l'islam en France ? Avec une forme de radicalisation. Une forme de radicalisation qui va de pair aussi avec l'échec de l'intégration. Je pense que c'est ça qui est paradoxal. Nous avons reçu pendant très longtemps des immigrés. Les premières vagues qui venaient d'Afrique du Nord étaient des gens qui sont venus travailler, et c'est pas eux qui ont posé le problème. Et voilà. Et aujourd'hui, ce sont leurs enfants, petits-enfants de la 3e génération qui sont nés en France pour la plupart. Et ce sont eux qui refusent de s'intégrer. Et pour une partie de ces jeunes, justement, la radicalisation dans une certaine forme d'islam, de djihadisme, est une façon de contester la France, de rejeter la nationalité française, de rejeter l'intégration. Et donc de se rattacher à des mouvements qui conduisent, pour les plus radicaux, au terrorisme et à l'action violente telle que nous l'avons connue en France et en Belgique ces derniers mois. Alors la déchéance de nationalité pouvait être une réponse, du moins symbolique, tout le monde l'a reconnu. Quel est votre commentaire sur ce recul, finalement, de François Hollande il y a quelques jours ? Oui, c'est vrai que c'était tout à fait symbolique. Ça ne pouvait pas résoudre le problème. Néanmoins, nos 2 députés à l'Assemblée nationale avaient voté cette déchéance, bien qu'elle ait été édulcorée, transformée sous la pression des uns et des autres. 2 sur 3, Maurice Leroy, Patrice Martin-Lalande. Non, je parlais des 2 députés du Front National. Pardon, je croyais que vous parliez des députés du Loir-et-Cher. Voilà. Donc j'essayais de remémorer effectivement les positions des parlementaires. Mais voilà, nous avons été cohérents, tout en étant, bien qu'étant sceptiques évidemment sur la portée de cette mesure,
mais c'est vrai que c'est un échec de plus, et enfin c'est l'impuissance vraiment du président de la République qui s'est lancé dans cette réforme avec évidemment des arrière-pensées politiciennes qui n'étaient pas absentes de l'autre côté non plus. Mais enfin, c'est donc la parole présidentielle, voire même la parole politique qui est déchue, peut-être plus que la nationalité aujourd'hui. Oui, je crois que les Français n'y croient plus. Les Français voient bien que le pouvoir en place est impuissant sur un certain nombre de questions, lance des réformes qui sont abandonnées, ou on n'arrive plus à réformer quoi que ce soit, on n'arrive plus à faire avancer les choses, on n'arrive plus à trouver de réponse aux problèmes graves. C'est votre pronostic sur la loi El Khomri, par exemple, Michel Chassier? Je crois que le pouvoir attend de voir quelle va être l'évolution des manifestations. Si le mouvement se poursuit et prend de l'ampleur, je crois encore une fois le pouvoir reculera, bien entendu. Mais vous y êtes hostile en même temps. Nous, pour un certain nombre de raisons, bien sûr, nous sommes hostiles également à la loi El Khomri. La précarisation en est une. Hein. Nous ne pensons pas que ce soit la bonne réponse. Et puis il y a aussi des dispositions dont on parle peu, notamment qui risquent d'augmenter le communautarisme. Le fameux article 6. Voilà, le fameux article 6 à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire autoriser les symboles religieux, les temps de prière sur le temps de travail, et on voit bien à quelle communauté ça s'adresse. Alors, il y a un cercle front syndical donc qui émerge, et vous voilà donc aux côtés de la CGT, de Force ouvrière, dans la rue, nos sacrés compagnonnage, Michel Chassier. Non, aux côtés, bon, nous avons des gens au Front National qui sont à l'intérieur, enfin qui sont des syndicalistes, des gens. Laurent Bras, par exemple, voilà. C'est lui qui anime ce cercle front syndical ici. Ouais. C'est ça qui est un syndicaliste. Bon, il n'est pas à la CGT. Non. je crois que. Mais nous avons des syndicalistes, bien sûr, parce que le Front National est devenu le premier parti ouvrier de France dans les urnes. On le voit élection après élection, et c'est vrai que nous n'étions pas représentés dans le monde de l'entreprise. Alors il ne s'agit pas pour nous de vouloir créer un syndicat qui nous soit rattaché, mais ce que nous défendons, c'est que des adhérents, voire des gens qui sont des cadres même du Front National, puissent avoir aussi une action à l'intérieur des syndicats sans être rejetés, ce qui était le cas souvent jusqu'ici. Parce qu'on pouvait être syndicaliste et se présenter comme candidat au Parti socialiste ou avec une autre étiquette politique, ça ne posait pas de problème. Mais dès lors que l'on revendiquait une étiquette Front National, bien souvent, nos adhérents étaient exclus des syndicats, ou du moins des fonctions pour ceux qui les occupaient, qui étaient des délégués syndicaux, etc., perdaient leurs fonctions au motif de leur engagement politique. Donc nous refusons effectivement cette discrimination. Et nous revendiquons cette liberté, cette distinction que nous faisons entre l'action syndicale et l'action politique. Vous demandez le retrait donc de la loi El Khomri, même si peut-être certains articles auraient pu un peu débloquer aussi les freins à l'emploi? Oui, je pense qu'elle a été conçue, alors là encore, un compromis de la part du gouvernement entre les différentes tendances, entre la tendance Macron-Valls, la tendance, on a voulu satisfaire un petit peu également les gens plus à gauche, je dirais, et on arrive à quelque chose qui ne ressemble plus à rien. Je crois que la loi est à réécrire. Oui, il faudra réfléchir, et vu l'échéance maintenant, je crois que ça sera pour 2017. Donc ça risque d'être encore un rendez-vous raté? Oui, je crois que ça risque d'être un rendez-vous raté, et si jamais elle finit par passer, ça sera au prix d'amendements on ne reconnaîtra plus le projet initial, et je ne pense pas que c'est le moindre effet, surtout parce que si c'était le but, s'il y avait une efficacité, si c'était pour développer l'emploi, je veux bien, mais il apparaît que ça ne changera rien à la situation de l'emploi. Donc, vu le calendrier, rendez-vous en 2017, Michel Chassier, maintenant, c'est ce que vous dites? Pour nous, c'est le prochain rendez-vous, bien sûr, oui. Vous y travaillez, d'ores et déjà? Nous y travaillons, justement, par l'implantation, par notre présence. Bon, nous faisons notre travail dans les assemblées, mais nous sommes présents aussi sur le terrain, nous faisons des réunions dans les cantons, et puis nous allons préparer le terrain aussi pour les législatives. Bon, nous ne sommes pas encore aux investitures, ça sera après l'été, je pense vers le mois d'octobre que
que l'on aura les investitures définitives et que l'on pourra annoncer nos candidats, mais nous nous y préparons. C'est votre feuille de route pour 2016, voilà. Préparer 2017, en organisant, en structurant donc le mouvement? Oui, tout à fait. Profiter de cette année sans élection, parce que c'est vrai que nous avons eu 2 années de suite, 4 élections en 2 ans. C'était un travail énorme au niveau d'une fédération, au niveau des responsables des cadres de la fédération, des candidats. Ça a demandé énormément de travail. On ne peut être que satisfait des résultats, puisque nous avons eu 4 élections qui ont été 4 succès, et avec une progression régulière d'élection en élection. Je crois que c'est quelque chose sans précédent, et on l'a vu encore même sur l'année 2015, entre le mois de mars et le mois de novembre. Nous avons gagné 5 points sur un département comme le Loir-et-Cher, et c'était notre 4e progression successive. Donc c'est quelque chose de très important et qui marque évidemment bien plus qu'un mouvement d'humeur ou qu'un mécontentement. C'est cette montée progressive, constante, régulière qui se conforte, montre bien qu'il y a et votre conviction, voire votre constatation, c'est que ça va continuer. C'est en train de progresser encore. Oui, puisque nous sommes hors période électorale, et néanmoins nous voyons des gens qui viennent nous contacter encore, parce que les périodes, en dehors des élections, quelquefois les gens sont moins attirés, moins par la chose politique, attendent la prochaine échéance pour s'exprimer. Et là nous voyons des gens qui viennent nous rejoindre, peut-être des gens qui avaient déjà voté pour le Front National, mais qui viennent nous voir et qui font la démarche, en particulier la démarche d'adhérer en se disant se rendant compte de la gravité de la situation. Ils se rendent compte qu'il faut faire davantage que simplement aller voter une fois tous les 6 mois ou l'année prochaine, et qu'il faut s'engager davantage. Je crois qu'il y a une prise de conscience. En attendant 2017, il y a en 2016 la primaire de la droite et peut-être également du centre qui va sans doute focaliser l'attention, donc l'attention des médias, offrir une tribune donc aux candidats aux primaires. Donc on ne va pas citer la liste d'ailleurs qui s'allonge. Vous n'avez pas peur effectivement que cet événement siphonne un petit peu donc les électeurs, voire l'intérêt donc des électeurs pour le Front National? Moi, je ne pense pas. Je pense au contraire que cette pléthore de candidats de la droite et du centre, pour le moment, ils sont un petit peu en marge, ils ne savent pas s'ils doivent participer ou pas, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un appareil derrière tout ça et qu'ils vont être broyés dans cette primaire si jamais ils s'y présentent. Mais cette concurrence qui va s'exacerber entre les différents candidats au sein des Républicains et des mouvements proches, je crois, va montrer les divergences, va montrer vraiment de fortes oppositions entre les programmes des uns et des autres. Et quelle que soit l'issue, je pense pas que ça nous porte tort. Si c'est quelqu'un d'un profil comme Juppé ou Fillon qui ressort de la primaire, eh bien les républicains tendance droite forte auront plutôt tendance à nous rejoindre. Et on s'aperçoit dans les sondages que même si c'était Nicolas Sarkozy qui revenait, il est complètement dévalué, et il a essayé, il a réussi une fois en 2007 à siphonner des voix, mais il n'a pas réussi une deuxième fois en 2012, et encore moins, je pense, en 2017 si c'était le cas. Donc ça ne vous inquiète pas? Ça ne nous inquiète pas. Non. Alors parlons de cette période des budgets, acte essentiel dans la gestion des collectivités, la région, le département, l'agglo, donc il y a quelques jours. À chaque fois, j'allais dire presque systématiquement, on observe que le Front National affiche son opposition. Pour quelle raison? Rien ne trouve grâce à vos yeux, Michel Chassier? Disons que on nous demande, quand on vote un budget, évidemment, il faut le voter dans sa globalité. Et pour notre part, nous avons à chaque fois, c'était le cas à la région ou à la ville, nous ne pouvons pas être d'accord avec tout ce que fait la majorité en place, sinon on en ferait partie. Et donc nous avons des points de divergence sur lesquels nous demandons éventuellement des amendements budgétaires. Parce que voter le budget, ça veut dire on vote derrière. Quand on vote le budget, on vote toutes les actions qui vont avec. On approuve en quelque sorte la politique à venir pour l'année
est en cours. Et comme nous avons des points de divergence, nous les exprimons. Et nous disons, d'ailleurs, nous les exprimons clairement, en disant, voilà, sur tel ou tel point, nous ne sommes pas d'accord. Nous proposons bien de réduire la dépense sur tel ou tel poste. Peut-être au contraire d'aller un peu plus dans l'investissement, c'est ce qu'on avait proposé à la région, de réduire un petit peu l'emprunt. Enfin, disons que nous proposons des amendements, c'est ce que nous avons fait à la région. Nous avions déposé, je crois, 32 amendements. Nous avons été les seuls à le faire. Donc la véritable opposition, c'est vous ? Mais je crois que nous sommes la véritable opposition, parce que quand on voit le comportement à la région du groupe de l'Union de la droite et du centre, qui est présidé par Guillaume Pelletier, bon, bien sûr, lorsque l'on est en séance plénière, il essaie chaque fois de lancer une ou deux idées, de faire de la communication, mais lors du vote du budget, son groupe n'a pas été capable de déposer d'amendements. Il en a déposé 2 qui ont été déclarés irrecevables parce qu'ils étaient complètement hors sujet. Il ne s'agissait pas de parler du budget, il s'agissait de faire des annonces, en quelque sorte. Mais les amendements budgétaires répondent à des règles bien strictes. C'est quand même, il faut équilibrer les dépenses et les recettes. Et ça, leur groupe n'a pas été capable de le faire. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, Guillaume Pelletier, qui pensait, vu son rayonnement médiatique, être vraiment le chef de l'opposition à la région, il s'aperçoit qu'il n'est pas tout seul. Et je crois que ça va continuer, parce que nos élus, qui pour beaucoup sont de nouveaux élus, prennent leur marque, font leur travail avec sérieux, ils sont présents. C'est vrai que ça n'est pas simple au sein du groupe Front National, d'ailleurs, à la région. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il n'y a pas, non, il y a eu une mise en place. C'est vrai qu'on a eu la difficulté venait, mais elle a été résolue. C'était le problème du manque de disponibilité de notre tête de liste, et qui était l'ancien président du groupe, Philippe Loiseau, dont les obligations à l'Europe en tant que député au Parlement européen rendait difficile d'être présent dans les 2 assemblées. Lors de la dernière réunion à Orléans le 25 février, il siégeait en même temps à Bruxelles. Donc, ça lui était difficile d'animer un groupe qui était passé en plus de 7 à 17 élus. C'est le cumul des mandats. Et oui, c'est le problème. Ouais. C'est le problème. Mais c'est vrai que nous n'avions pas en région centre. La question s'est posée. On y a réfléchi en 2014, l'année dernière, lorsqu'il s'est agi de trouver une tête de liste. Et la décision qui a été prise par Marine Le Pen et par la commission d'investiture, c'est que, en tant que député européen de notre circonscription, c'est peut-être, c'est lui qui avait plus de notoriété pour pouvoir prétendre à être d'où la nécessité de faire apparaître de nouveaux visages, de nouveaux cadres au sein du Front National. Ce qui fait que il a démissionné au mois de février de la présidence du groupe, et que je suis désormais le président du groupe. Et non, ça se passe très bien. On a un groupe qui est vraiment au travail, avec des nouveaux élus qui sont très impliqués, qui s'intéressent. Nous étions présents là aux États généraux du tourisme à Blois, mais également à Orléans. Nos élus d'Orléans étaient tous présents. Et à Chaumont l'après-midi pour l'avenue de Manuel Valls? Mais là, c'était pas une séance de travail. C'était là, non. L'inauguration des expositions d'art contemporain à Chaumont, donc qui est pilotée par la région. Nous aurions pu, ou j'aurais pu aller. J'avais été invité d'ailleurs à cette inauguration avant de connaître d'ailleurs la venue de Manuel Valls, qui a été annoncée très tardivement. Manuel Valls. Il est venu de façon tout à fait furtive, mais je ne voyais pas l'intérêt d'aller l'accompagner. Il est venu, il cherchait comment dirais-je, un thème un objet de déplacement pas trop loin de Paris, un vendredi après-midi. Il a hésité entre Beauval, Chaumont. On lui a trouvé Chaumont comme ça en dernière minute. On lui a préparé un discours. Moi, je n'y étais pas, mais je l'ai vu sur Internet. On peut pas dire que il faisait preuve d'une grande conviction dans le discours qu'il a prononcé, et qui avait dû être préparé à la hâte par un de ses collaborateurs. Il aurait pu aller voir les hippopotames, il aurait fait un discours, on aurait changé quelques mots, quoi. Mais le but, c'était pas d'inaugurer telle ou telle exposition, c'était de faire un déplacement de Manuel Valls, dont d'ailleurs personne n'a parlé. En même temps, sur votre blog, vous vous étonnez de l'absence du maire de Blois, Marc Grécourt, et vous vous demandez, est-il républicain? Mais devrait-il être plus républicain que vous? Vous n'y êtes pas allé non plus accueillir le Premier ministre de la France. Non, mais nous ne sommes pas. Oui, mais lui, c'est le maire de Blois. Nous sommes dans l'opposition. Bon, c'est clair. Nous ne faisons pas partie de
pas maire de Chaumont. Alors il est pas maire de Chaumont. Alors c'est vrai que ça, bon, c'est dans le périmètre d'Aglopolis et il y avait le président d'Aglopolis, mais bon, il est arrivé à Blois. Enfin, ça fait un peu désordre qu'un maire qui membre du Parti socialiste tout de même. Bon, on peut dire, bon, Charles Fournier, écologiste, a dit clairement qu'il boycottait lui. Marc Gricourt n'a pas dit, mais il a dit, enfin, qu'il partait en vacances. C'est quand même un petit peu léger quand on est le maire d'une ville. Heureusement que Charles Fournier n'avait pas voilà. boycotté l'union du Parti socialiste et des Verts il y a quelques mois, mais c'est un autre problème naturellement. Donc alors on va revenir à Aglopolis justement aussi, c'est pas très loin, c'est sur le territoire, donc Chaumont est sur le territoire d'Aglopolis, avec le vote du budget. Vous avez voté contre ce budget, alors que là il y a une unanimité totale sur un budget. En fait, nous sommes abstenus. Vous êtes abstenus. Voilà, nous nous sommes abstenus. Vous avez marqué votre différence. Parce qu'il était difficile. C'est plus difficile dans une assemblée évidemment comme Aglopolis de présenter des amendements budgétaires. Vu que le budget est élaboré justement en commun par les communes membres, il y a le bureau communautaire qui fait déjà une validation, et c'est vrai que quand il y a eu un accord au bureau communautaire, arrivé devant le conseil communautaire, tout le monde est d'accord. Mais nous avons tenu à faire un certain nombre de remarques. Lesquelles, par parce exemple? Que sur le budget, parce qu'on nous a fixé, on nous a présenté une trajectoire financière pour la durée de la mandature, de façon, en principe, à ne pas augmenter les impôts sur les ménages ni sur les entreprises, hein, puisque ce sont les deux taxes que perçoit Aglopolis. Et or, on s'aperçoit que les marges se réduisent. Bon, l'effet qui était connu de la baisse des dotations, ça, évidemment, c'était calculé, c'était prévu à l'avance. Il y aura encore le 2017 où nous subirons cette baisse. Mais ce que l'on constate et qui sort de la trajectoire prévue, c'est une baisse des recettes de la fiscalité locale. On a 1 million d'euros en moins par rapport aux prévisions qui avaient été faites l'an dernier. Je dirais un essoufflement des recettes, et si cela se confirme, on aura peut-être du mal à tenir la trajectoire. Alors, Aglopolis a promis de ne pas augmenter les impôts, mais le département avait fait la même chose. Hein. Les candidats qui se présentaient en mars 2015 aux élections départementales au sein de l'Union pour le Loir-et-Cher avaient promis de ne pas augmenter les impôts. Alors que s'est-il passé? Maurice Leroy et ses amis ont manqué de vision, ou ils ont découvert ou subi une dégradation forte et rapide donc de la situation entre mars 2015 et mars 2016? Je ne pense pas. Hein. Je pense que tout était anticipé, tout était prévu. Hein. L'augmentation des dépenses sociales, RSA et autres était connue. C'était une tendance régulière et en plus, il y a eu un mensonge avec pendant la campagne électorale de 2015 alors? Peut-être un mensonge par omission. Hein. Donc l'augmentation de ces charges sociales, et il y avait en même temps la baisse des dotations, là aussi, qui était annoncée, on le sait depuis 2 ans, ça donc qui s'étale sur 3 années et qui se poursuivra l'année prochaine. Donc les données étaient connues. Hein, et il aurait fallu avoir le courage de dire aux électeurs au mois de mars 2015, nous ne pourrons pas tenir le budget 2016. D'ailleurs, il a été reporté, curieusement. Il n'a pas été voté comme d'habitude au mois de décembre 2015, parce que en attendant aurait des fallu le décisions voter gouvernementales, parce qu'il aurait fallu présenter les orientations à un moment où on était en campagne pour les élections régionales. Et si la droite départementale avait présenté une hausse des impôts au mois de novembre, juste avant les élections régionales, évidemment, ça aurait pu avoir un impact défavorable sur le choix des électeurs. Donc c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu, on a attendu le mois de mars. C'est votre analyse stratégique, donc. Je pense que c'est la raison du calendrier, oui. Et donc vous pensez qu'il y avait moyen, au-delà justement, donc d'éviter cette hausse des impôts, par exemple décidée au département? De l'éviter ou de la limiter, mais c'est vrai que sur une année, quand on est arrivé là au début de l'année et qu'on dit il faut boucler le budget 2016, c'est vrai que c'est difficile de prendre les décisions parce qu'elles n'ont pas été prises suffisamment en amont. Hein, la trajectoire financière, là encore, on aurait dû y réfléchir depuis 2 ou 3 ans, connaissant la baisse des dotations, et vraiment faire davantage d'efforts pour s'y adapter. Alors évidemment, quand il y a le coup près, à partir du moment où on n'a pas fait les choix
au bon moment et suffisamment tôt, arrive un moment, il faut financer les dépenses qui, elles, sont là, et il n'y a plus d'autre solution que d'augmenter l'impôt, ou, comme proposaient les socialistes, de réduire, d'augmenter un petit peu moins et d'emprunter un peu plus, quoi. Mais vous ne figurez pas donc au sein de l'Assemblée départementale. Mais nous ne pouvons pas faire nos propositions. Nous aurions pu proposer éventuellement des amendements, etc. Et c'est vrai que c'est un système de représentation, malheureusement, alors qu'au premier tour des élections départementales, nous étions en tête quand même, avec presque 28% des voix en Loir-et-Cher, et avec 28% des voix, nous n'avons aucun représentant au conseil départemental, ce qui est quand même dommage. En raison du front anti-front. Avec le mode de scrutin, oui, tout le monde s'est retrouvé, et les socialistes qui avaient fait bien moins que nous au premier tour, qui avaient fait, je crois, 13%, eh bien, ont retrouvé pratiquement le même nombre de sièges, parce qu'au deuxième tour, on s'est quand même bien entendu, et que les centristes, y compris l'UMP à l'époque, Joie sur Blois 3, ont aidé le candidat socialiste à repasser. Ça a marché au départemental, ça a marché au régional contre vous. Le front va enfin céder, vous pensez, en 2017, ou les mêmes causes produiront les mêmes effets? Écoutez, arrive un moment, si nous continuons notre progression, ça n'aura plus d'effet. C'est ce que disait Marine Le Pen lorsqu'elle a réuni les cadres au mois de fin février. On nous parle toujours du plafond de verre, mais on nous avait dit la même chose à Hénin-Beaumont, aux précédentes municipales. Au deuxième tour, on avait échoué à 49,5%. Et nos adversaires avaient conclu, mais voyez, vous n'y arriverez jamais, vous ne passerez jamais la barre. Et l'élection suivante, au premier tour, nous avons dépassé les 50%. Donc, la progression, si elle se confirme, nous avons progressé dans 4 élections successives régulièrement. Si la progression se confirme aux élections présidentielles, je crois qu'à un moment, il ne sera plus possible de faire ce genre de stratégie. Les socialistes vont être obligés de disparaître carrément du paysage politique, comme c'est le cas dans 2 régions de France, 2 grandes régions, où ils ont choisi de disparaître. Le sacrifice est lourd. Et ils risquent de se retrouver dans la même situation dans un grand nombre de circonscriptions. Je ne pense pas que leurs élus, tous leurs députés, tous leurs parlementaires acceptent ça tout le temps. Et à un moment, on se retrouvera dans une situation où on sera en mesure de l'emporter, je pense. Bon, à suivre, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Michel Chassier d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée, à bientôt.